Donc bienvenue aujourd'hui sur ce séminaire, sur ce webinaire pardon, consacré à Drupal 8. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Mocor. Vincent, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, donc moi je suis Vincent Mocor, donc responsable de la Business and Digital chez Smile, voilà, cellule consacrée à la veille, au consulting, sur les sujets digital. Et donc ce séminaire sera voilà, réparti en 3 parties. Une première courte partie sur qui est Smile. On entrera vite dans le vif du sujet avec les nouveautés de Drupal 8. Et on terminera avec 4 tours d'expérience sur nos premiers projets en Drupal 8. Alors, bien évidemment, il y aura aussi une dernière partie qui sera consacrée aux questions. N'hésitez pas, vous avez un système de chat en ligne sur le WebEx. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Drupal 8 et puis nous y répondrons justement sur la fin du webinaire. Alors, on va commencer sur cette première partie. Qui sommes-nous et puis surtout en quoi Smile est vraiment légitime sur les projets en Drupal? Alors, sur cette première partie, voilà, Smile, que vous connaissez peut-être à travers nos livres blancs ou d'autres événements, on est intégrateur de solutions open source basées en France et maintenant un peu plus en Europe. On est 1000 collaborateurs actuellement et en pleine croissance depuis plusieurs années. Alors, géographiquement, voilà, on est, comme vous pouvez le voir, dans beaucoup d'endroits en France et une expansion qui commence un petit peu au niveau de l'Europe et des points en Ukraine, à Moscou, à Casablanca et à Abidjan. En termes de savoir-faire au niveau du digital, on essaye d'adresser vraiment l'ensemble des besoins de nos clients un peu en 3 couches, en soignant l'expérience utilisateur, l'expérience client, donc c'est tout ce qui est réalisation de sites web, en étant après force de proposition sur des solutions plus intranet pour vraiment traiter cette interaction avec les visiteurs et les clients finaux de nos propres clients, tout en se reposant sur un socle technique solide et éprouvé. Alors, en essayant d'accompagner vraiment du début jusqu'à la fin de nos projets en travaillant aussi bien sur tout ce qui est stratégique que sur rentabilité à long terme des investissements qui sont effectués. En termes de positionnement par rapport à Drupal, voilà, Smile est membre de l'association Drupal Monde et on est aussi présent au sein du bureau de l'association de Drupal France et Francophonie. Je suis moi-même actuellement secrétaire adjoint après avoir été secrétaire plusieurs années dans le bureau de l'association. On sponsorise régulièrement des événements, notamment le Drupal Camp de Nantes qui commence demain. Donc j'y serai, on aura peut-être le plaisir de s'y rencontrer si vous êtes de passage à Nantes demain et les jours qui suivent. On contribue également avec voilà, des providers pour Scalder, qui est un module de gestion des médias dans Drupal, Sauron, qui est une plateforme en Python qui permet de monitorer le code source de l'ensemble des applications Drupal qu'on développe pour nos clients, afin que nos chefs de projet soient vraiment avertis dès qu'il y a un patch de sécurité à passer par mail. On a un vrai suivi grâce à cette plateforme. C'est des outils qui sont téléchargeables à partir de drupal.org, sur la marketplace des menus Drupal. Et puis on commence déjà certains petits modules en Drupal 8. Alors c'est vrai que l'attente de Drupal 8 voilà, a suscité quand même pas mal de questions et aujourd'hui c'était important justement de revenir sur les nouveautés qui sont présentes sur Drupal 8. On va voir en chiffres, on va voir également en quoi Drupal 8 est devenu un CMS qui est plus simple à utiliser. On va voir également tous les points de l'architecture qui ont été remis à neuf avec cette version Drupal 8. Et puis enfin, ce qui est important aussi, ce qui vous intéresse tous, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a sous le capot quand on regarde Drupal 8, en quoi il est vraiment différent justement de Drupal 7. Alors Vincent, je te laisse ta main justement pour expliquer toute cette partie nouveauté. Voilà, alors d'abord en résumé, on va voir un petit peu Drupal, à quelques chiffres clés sur Drupal, le calendrier un petit peu qui a mené jusqu'à la sortie de Drupal 8, et puis après on verra un peu plus précisément les nouveautés fonctionnelles et techniques. Alors en termes de chiffres, voilà, il y a eu plus de 3000 contributeurs sur le noyau de Drupal 8, ce qui est assez énorme, ça en fait l'une des solutions qui a le plus de contributeurs, de solutions open source, qui a le plus de contributeurs au monde. Il y a 5 core committers, plus de 20 000 patchs qui ont été committés. On est passé par 15 versions alpha, 16 versions bêta, 4 release candidates, et globalement plus de 200 nouvelles fonctionnalités et améliorations.
Donc en termes de calendrier, ça a été un chemin assez long, c'est-à-dire que ça a commencé le développement de Drupal 8 en mars 2011. Alors c'était d'abord un petit peu la réalisation un petit peu des specs, des nouvelles fonctionnalités, et puis on est passé par différentes étapes. Il y a plusieurs éléments de code qui ont été, on va dire, figés petit à petit, jusqu'à arriver à une release candidate en octobre 2015 et sa sortie en version stable en Drupal 8.0.0 en novembre 2015. Alors il faut voir que nous on va parler de premiers projets qu'on avait commencé en début d'année 2015, donc on était encore en version bêta à l'époque. En termes de nouveautés fonctionnelles, on va dire, on va voir des nouveautés pour les contributeurs et des nouveautés également pour les visiteurs. Alors pour les contributeurs, une nouveauté importante, c'est l'initiative Spark. Donc une initiative Acquia créée par Dries Buytaert. Acquia, la société qui a été créée par Dries Buytaert, le fondateur de Drupal, pour un peu accompagner Drupal dans son développement et proposer un certain nombre de services autour de la solution. Et donc l'initiative Spark visait à améliorer tout ce qui était vraiment le basique de la contribution, notamment intégrer par défaut tout ce qui est what you see is what you get, l'édition en ligne depuis le front office sans avoir à basculer en mode back office pour écrire, un statut brouillon et globalement un nouveau design de l'interface de contribution. Par exemple, au niveau WYSIWYG, voilà, on inclut tout ce qui est éditeur de texte riche nativement dans Drupal. Dans Drupal 7, c'était pas très compliqué d'avoir un éditeur de texte riche, mais c'était quand même un petit module à installer. Et le fait que ce soit maintenant vraiment dans le noyau, un des avantages, c'est qu'on n'a pas à se demander lequel on installe et qu'est-ce qui se passe si on en installe un et qu'il n'est pas tout à fait compatible avec certains modules. Là au moins on a un fonctionnement qui est optimum, on va dire, par défaut, et pas de choix, de questions à avoir sur le sujet. L'interface editing, qui à mon avis, qui est une nouveauté vraiment assez importante, c'est-à-dire que depuis, quand vous naviguez après être connecté avec des droits de contribution sur le site, vous pouvez facilement aller cliquer à différents endroits d'éléments à modifier et vous pouvez avoir un mini éditeur de texte riche qui s'affiche en surimpression et donc vous pouvez un petit peu tout modifier. Ce qui est assez pratique aussi, c'est que vous pouvez être directement au-delà des contenus, aller modifier du contenu directement qui est dans des blocs. Si vous avez un bloc par exemple, qui indique vos coordonnées, vous n'avez pas besoin d'aller savoir où est-ce qu'il faut aller le changer dans Drupal en back-office pour le changer. Vous pouvez directement cliquer dessus depuis le front office. On a commencé nous à faire des choses aussi pour aller plus loin avec un module là qu'on a contribué au niveau de la communauté, là, EditUI, qui permet de faire du placement de blocs Drupal en drag and drop. Voilà, quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une petite vidéo de démonstration sur drupal.org à l'URL qui est indiquée si vous voulez voir rapidement ce que ça peut donner. La nouvelle interface de contribution, voilà, qui est un petit peu plus propre, c'est pas complètement la révolution, mais c'est vrai que voilà, les choses sont un petit peu mieux placées et aussi prêts à s'adapter à différents formats d'écran. On reviendra là-dessus un petit peu par la suite. Un mode prévisualisation aussi pour voir un petit peu comment est rendu le contenu par défaut, donc quelque chose qui est intéressant également. Et enfin, un thème d'administration épuré, des couleurs un petit peu repensées, et beaucoup moins du système qui avait été adopté en Drupal 7, un système d'overlay, donc on pouvait désactiver, mais qui était séduisant, on va dire, à l'œil par rapport à ce qu'on faisait en Drupal 6, mais qui n'était pas forcément pardon, très confortable. Désolé. Ouais, non, c'est un petit problème de pollen. Mais donc qui n'était pas forcément le système d'overlay, toujours très pratique à utiliser concrètement. Voilà. Alors, sujet suivant, plus sur la gestion multilingue de Drupal. Donc, un des gros atouts de Drupal 8 par rapport à Drupal 7, c'est que la version a été pensée vraiment pour fonctionner en multilingue, avec tous les éléments, que ce soit des blocs, des menus, des entités,
tous les éléments peuvent être traduits. Le sujet multilingue fait en 4 modules et gros avantage, c'est les modules qui sont dans le noyau. Donc là encore, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à se demander finalement entre, on va dire en Drupal 7, il y avait surtout 2 grandes philosophies de gestion de traduction avec 2 familles de modules. On n'avait pas trop à se demander, on pouvait se demander en Drupal 7 comment est-ce qu'on allait traduire, et si on prenait une option, quelles allaient être les limites par rapport à si on était parti sur autre option. Donc là, on n'a que 4 modules qui couvrent tous les besoins, et on n'a pas à se demander si le choix d'un module de gestion de multilingue va avoir des impacts sur les autres modules qu'on sera amené à choisir, étant donné que c'est déjà présent dans le noyau. On peut choisir la langue par défaut maintenant, c'est-à-dire qu'avant on était obligé d'avoir un Drupal qui était par défaut en anglais, et si on le voulait l'installer en français, c'était déjà une surcouche par rapport à l'anglais. Là, si on a besoin que du français, on peut l'installer directement en français, il n'y a que le français, l'anglais n'est pas là on va dire en langue résiduelle. Voilà. Des efforts aussi sur la translittération, sur la transformation des caractères spéciaux dans les URL par exemple. Et donc tout ça a abouti aussi à une meilleure indexation des contenus. Donc voilà, donc des vraies avancées là-dessus, surtout de la simplicité, parce que c'est des choses qui étaient présentes sous forme de modules, qui ont été réintégrées dans le noyau. Autre module très important qui a été intégré dans le noyau, le module Views. Le module Views qui est vraiment un module omniprésent sur tous les sites Drupal. On pouvait difficilement s'en passer en Drupal 7 et qui permet de gérer en fait des listes de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, dès que vous avez quelque chose qui est affiché dans Drupal, une liste, c'est souvent géré ou au moins débrayable éventuellement sur une liste Views. On peut customiser tout ce qu'on va afficher. Donc c'est utilisé vraiment pour afficher des listes en pleine page, ils ont des blocs, des listes qui vont être diffusées via des web services, des flux RSS, etc. Dès que vous devez un petit peu lister des contenus sur certaines conditions, le module Views est utilisé. Et donc l'un des gros intérêts de l'avoir en Drupal 8, c'est que on a un outil qui est vraiment prêt à l'emploi dès la sortie de Drupal 8, parce qu'en Drupal 7, pour ceux qui avaient essayé de faire des sites, nous c'était notre cas en Drupal 7 dès sa sortie, on n'avait pas encore le module Views, encore quelques mois après la sortie de Drupal 7, il n'était toujours pas migré, et donc c'était quelque chose qui était embêtant parce que c'était un module tellement incontournable que ça avait bloqué un petit peu l'adoption rapide de Drupal 7, et on n'a plus ce genre de contraintes maintenant. Et puis accessoirement, on peut imaginer que le fait qu'il soit vraiment intégré dans le noyau va peut-être permettre voilà, de concentrer le travail sur l'amélioration de son ergonomie, sa facilité de prise en main. Voilà, c'était un module qui était pour l'instant quand même réservé à des gens qui avaient un accès quand même développeur, un peu technique, même si c'était que de la configuration. Voilà, on peut imaginer qu'il va y avoir des pistes de simplification qui vont être mises en œuvre pour le rendre un petit peu plus accessible et utilisable entre toutes les mains. Autre nouveauté importante sur les blocs, donc il y a eu quelques nouveaux blocs dans les noyaux. Donc les blocs, c'est aussi un élément assez structurant dans Drupal. Donc voilà, des blocs de gestion des breadcrumbs, donc des fils d'Ariane, blocs du nom du site, blocs du slogan, voilà, des choses qui étaient imbriquées dans le thème maintenant qui sont gérées sous forme de blocs. Les blocs sont maintenant multi-régions. Donc avant il y avait le module multi-bloc qui permettait de faire ça, mais c'est-à-dire que vous pouvez poser le même bloc dans plusieurs régions, donc dans plusieurs zones de votre page Drupal. Donc ça pouvait être utile si vous aviez un menu par exemple qui devait être partagé entre le header et le footer. Maintenant, il n'y a plus besoin voilà, d'avoir recours à un module tiers pour pouvoir le faire. Et puis aussi, quelque chose d'assez intéressant, on peut créer des blocs personnalisés qui sont un petit peu finalement comme une sorte de type de contenu. Donc de la même façon que vous créez des types de contenu, on peut créer des types de blocs et donc placer finalement des informations de façon assez riche et de façon assez administrable dans ces nouveaux types de blocs. Après, en termes de modèles de données, ça a aussi été relativement amélioré. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux champs par défaut, hein, qui étaient souvent des champs aussi apportés par des modules complémentaires qui sont maintenant présents dans le noyau. Tout ce qui est gestion des dates, entité référence qui permet de lier des contenus ou des entités au sens large les unes avec les autres.
des éléments HTML5 dans le rendu des champs. C'est-à-dire qu'un champ téléphone va avoir son champ HTML5, son format HTML5 qui permet, par exemple, quand vous êtes sur un terminal mobile, d'avoir un clavier qui est adapté à saisir un numéro de téléphone, à saisir un email, voilà, ce genre de choses. Voilà, tout ce qui est view mode, form mode, c'est-à-dire que dans Drupal 7, on pouvait réagencer en back-office, en mode configuration, la façon dont est visualisé les champs. On peut le faire aussi maintenant aussi dans les formulaires, ce qui permet de pouvoir plus facilement ouvrir des formulaires de contribution en front office, on va dire, et d'avoir un petit peu la main là-dessus. Et puis, voilà, les commentaires aussi qui ont été généralisés, c'est que maintenant vraiment toutes les entités sont commentables. C'est-à-dire qu'une entité, j'y reviens un petit peu tout à l'heure, mais c'est le modèle de données qui sous-tend tout ce que vous pouvez faire dans Drupal. Donc des contenus sont des entités, on peut les commenter, mais par exemple, un utilisateur va être aussi une entité. On va pouvoir commenter un utilisateur. Ça peut être utile, par exemple, si vous êtes dans une optique site e-marchand, vous devez pouvoir faire un commentaire sur est-ce que le marchand est sérieux ou non, sur dans un contexte marketplace. C'est des choses qui sont possibles. Alors également, c'est important, mais parmi les nouveautés, on a une nouveauté qui est également assez attendue, c'est toute la partie mobile first. Alors on va s'attarder un petit peu plus justement sur cette partie-là. Vincent, je te laisse nous en parler plus en détail. Oui, tout à fait. Alors ça aussi c'est une initiative assez importante de Drupal 8, hein, vraiment l'adaptation de Drupal à tout ce qui était mobile. Alors dire ça a commencé finalement la première étape de cette initiative pour Drupal 8, ça a été d'écrire un guide sur comment faire des sites mobiles, y compris dès Drupal 7. Mais en tout cas voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été vraiment mises en place par défaut dans Drupal 8 en termes de responsive design. Et on va détailler un petit peu ces 3 points, le côté mobile friendly toolbar et tout ce qui est performance front-end. Alors, déjà, tous les thèmes du noyau sont responsives, que ce soit le thème de front office, le thème de back office, et on a aussi un support inclus du responsive pour les images, pour pouvoir présenter des images de tailles différentes et donc de poids différents en téléchargement en fonction du type d'écran, du type de terminal. On a l'approche aussi mobile friendly toolbar, c'est-à-dire que le menu là que vous voyez en haut du slide, là, quand vous êtes sur un écran de portable ou d'ordinateur, voilà, va se réduire, va se caler sur le côté quand vous êtes sur une tablette ou sur un mobile. Donc c'est assez intéressant. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais en fait pas tant que ça, parce que ça permet d'aider à pouvoir contribuer à pouvoir utiliser le back-office depuis un téléphone mobile. Et en fait, il y a quand même des vrais cas d'usage. On pourrait dire, en fait, quand je veux contribuer, je veux surtout être tranquillement installé devant un PC. Mais dans le cas où vous êtes dans un contexte où vous avez de l'actualité un peu événementielle à mettre en ligne rapidement, ça peut être intéressant de pouvoir prendre quelques photos, des notes sur votre mobile au moment où vous êtes au sein de l'actu, sur un événement, et pouvoir le mettre en ligne sur votre site directement depuis votre téléphone mobile, sans avoir besoin d'attendre que vous soyez rentré chez vous pour interagir un peu en temps réel. Autre usage qui peut être intéressant, ça peut être au niveau de la gestion des commentaires. Si vous faites de la modération des commentaires, c'est toujours un petit peu frustrant quand quelqu'un met un commentaire qu'il soit obligé d'attendre que le commentaire soit approuvé ou soit validé. Donc là, vous pouvez, en mode déplacement, hein, dans votre train, dans votre bus, vérifier un petit peu les commentaires et les approuver au fil de l'eau. Ça peut être quelque chose qui a réellement son cas d'usage. Voilà un petit peu pour les éléments responsive. Alors le responsive, c'est quand même important parce que ça a un impact aussi sur tout ce qui est référencement. Chez Google, un site qui prend mal en charge les terminaux mobiles va être pénalisé. Voilà. Dernier petit point là sur les nouveautés, le module Tour hein, pour la fonctionnalité Tech Tour qui permet voilà, d'avoir des petites bulles d'aide en mode tutoriel qui vont s'afficher sur différentes pages. Alors c'est présent par défaut sur le module Views hein, pour aider à le prendre en main, mais après voilà, sous forme de fichier de configuration, on peut facilement rajouter ces fonctionnalités-là sur des contenus éditoriaux, enfin sur les formulaires de création de contenus éditoriaux
vous allez mettre en œuvre sur votre site. Et donc, c'est assez intéressant en termes de conduite du changement, hein, pour que des nouveaux contributeurs puissent facilement prendre en main une interface de contribution. Ça va permettre d'avoir des indications sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque champ, est-ce qu'il y a un ton éditorial à adopter, voilà, quelques recommandations que vous voudriez diffuser et faire passer à toutes les personnes qui vont prendre en main un site Drupal que vous êtes en train de mettre en place. C'est quelque chose qui peut être relativement intéressant. Allez, on va en profiter maintenant, on va s'attarder un petit peu, on va soulever le capot de Drupal 8 et on va regarder justement toutes les nouveautés qui concernent plus les développeurs, que ce soit sur la partie front-end ou back-end. Voilà, c'est important de refaire le point aussi sur tout ce que Drupal 8 apporte de nouveau sur cette partie-là. Voilà, c'est une partie un peu plus technique. Je pense que je vais essayer de pas trop m'y attarder pour laisser du temps aux questions et puis avant les questions à nos retours d'expérience. Donc voilà, il y a des nouveautés à la fois pour les développeurs front-end et pour les développeurs back-end. Alors pour les développeurs front-end, une des nouveautés c'est l'intégration complète de tout ce qui est HTML5 dans Drupal 8. Alors voilà, il y a un certain nombre d'éléments hein, on peut argumenter que ça a été backporté dans Drupal 7, hein, il y a un certain nombre de choses qui sont utilisées dans Drupal 7, mais c'est vrai que voilà, dans Drupal 8, c'est des choses qui sont vraiment natives, et à terme, voilà, l'évolution va se faire vraiment sur ces sujets-là, sur Drupal 8. Donc voilà, HTML5, voilà, prise en compte un certain nombre d'éléments de navigation, des champs de formulaire typés HTML5 qui permettent, là on le voit dans les captures d'écran, d'avoir des widgets de saisie personnalisés. Un certain nombre d'outils techniques, là, front-end, Normal CSS, jQuery Touch Punch, DOM-Ready, HTML5 Shiv et ClassList, enfin, un certain nombre de bibliothèques qui sont présentes par défaut, qui sont des bibliothèques que de toute façon il faut souvent installer pour pouvoir faire une expérience utilisateur un petit peu au goût du jour. Et donc voilà, un certain nombre de choses. Et puis le système de templating Twig, hein, qui est le système de templating qui a été conçu par la communauté Symfony et qui a été adopté par la communauté Drupal, qui permet aussi de simplifier un certain nombre de choses. Alors par exemple, en fait, voilà, là on voit quelques différences de syntaxe sur la gestion finalement des thèmes en Drupal 8. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus vraiment besoin d'avoir une vraie connaissance du PHP pour développer des thèmes en Drupal 8. On est beaucoup plus proche hein, finalement de HTML avec des balises un petit peu particulières liées au moteur de template Twig. Et mon gros avantage aussi, c'est que des développeurs front-end qui sont habitués à faire des thèmes pour Symfony en Twig vont être tout à fait à l'aise sur du Drupal. Même s'il y a quelques petits aménagements, il y a quand même une familiarité avec le système qui est assez appréciable. On a aussi l'intégration de tout ce qui est schema.org, c'est en gros tout ce qui va gérer les microformats. Voilà, il y a un certain nombre de microformats qui sont déclarés nativement dans Drupal 8 et on peut aussi mapper en fait ces différents types de contenus avec des microformats standardisés dans schema.org, c'est-à-dire en gros c'est ce qui va être utilisé pour quand Google va faire une recherche, si vos champs de contenu sont bien mappés. En fait, Google va pouvoir savoir que si vous êtes en présence d'un utilisateur, c'est une personne, et que si un résultat de recherche doit être présenté, on va pouvoir l'afficher de façon un petit peu structurée. Vous voyez sans doute ça quand vous faites des recherches sur Google. Parfois, vous avez des petites fiches sur différentes choses. Là, ça peut être sur une planète, sur une personne qui s'affiche. En fait, c'est lié aux métadonnées qui sont extraites sur ce format standardisé. On s'oriente aussi avec Drupal 8 sur des navigateurs plus modernes. Hein. Alors, la seule vraie contrainte, c'est une contrainte qui devient plus vraiment une contrainte parce que ça devient aussi une bonne habitude maintenant, c'est sur Internet Explorer. Voilà, c'est garanti de fonctionner à partir de la version 9 ou plus. Voilà, sinon pas trop de surprises sur les autres outils, on est plutôt sur les dernières versions, mais comme à part Internet Explorer, les anciennes versions, les autres se mettent à jour un petit peu toutes seules assez régulièrement, c'est pas très pénalisant. Voilà, après, voilà, il y a un changement un peu de pensée aussi au sein de la communauté. On a adopté le Proudly Found Elsewhere, c'est-à-dire qu'on est fier maintenant dans la communauté Drupal, enfin, d'adopter un certain nombre d'éléments qui viennent d'autres communautés et qui sont de fait des standards. Donc voilà, une architecture technique plus moderne, programmation orientée objet, voilà, gestion namespace, events,
un certain nombre de standards, Guzzle HTTP pour aussi un certain nombre de choses au niveau des web services. Donc voilà, un certain nombre de briques standards qui ont été pour la plupart issues de la communauté Symfony qui sont adoptées par Drupal maintenant. Voilà, des nouveautés aussi assez structurantes en termes au niveau des entités. Alors, je parlais un petit peu des entités tout à l'heure. Les entités qui est un concept qui a émergé dans la vie de Drupal 7, hein, entre autres avec l'impulsion des gens qui ont contribué sur le module commerce de Drupal 7. Voilà, l'idée c'est de se dire que tout ce qu'on va manipuler dans Drupal va être de base une entité, et on va avoir donc des entités de type contenu, et en Drupal 8, des entités aussi de type configuration. Donc les entités de type contenu, ça va être un type de l'exemple le plus emblématique, c'est un type de contenu, donc auquel on peut rajouter des champs, qui va être enregistré en base de données, qui sont créés depuis le front office éventuellement. Et par exemple, donc les nœuds, donc les contenus, sont des entités contenus, des content entities, mais aussi les blocs customisés, les utilisateurs, les commentaires, les termes de taxonomie, voilà, les liens dans les menus, etc. Donc là, ça donne beaucoup de flexibilité. Ça permet d'avoir un module qui traite une entité, ça va permettre d'apporter de la fonctionnalité à toutes les entités. Donc pas seulement au contenu, mais aussi aux utilisateurs et à tous les types d'entités. Et puis des entités de configuration qui permettent en fait d'exporter facilement finalement tout ce qui est configuré dans Drupal sous forme de fichiers à terme. Enfin, de le centraliser sous forme d'entité et après le manipuler sous forme de fichiers qui peuvent être versionnés, ce qui est assez pratique. Voilà, je vais passer rapidement sur la gestion des caches. Il y a eu un certain nombre d'améliorations, de l'agrégation CSS et JavaScript par défaut également. Et voilà, je parlais un petit peu de tout ce qui était configuration. Donc au niveau configuration, la grosse nouveauté, c'est que comme tout est géré sous forme d'entité de configuration, on peut facilement faire des exports, versionner les différentes versions sous forme de fichiers exportés et les réintégrer pour voilà, faire des montées d'environnement, de versions de dev, en pré-prod, en prod, etc. Voilà, là on a la possibilité de voir aussi un petit peu des différences en back-office entre des différentes configurations qu'on est en train de réimporter par exemple. Alors, un petit sujet sur le partage de contenu de Drupal à Drupal. Alors, en Drupal 8.00, il n'y a rien de prévu nativement pour ça, mais il y a des choses assez intéressantes qui ont émergé. C'est le l'UID, donc l'Universal Unique ID, que le node Drupal, ce qui permet, voilà, via des systèmes de timestamp, etc., d'avoir un contenu unique dans Drupal, un ID unique, quel que soit finalement l'endroit où vous installez Drupal. Et donc, quand vous partagez un contenu, même entre deux Drupal qui sont différents, vous n'avez plus de risque de vous marcher sur les pieds avec des ID identiques pour des contenus qui sont différents. Et puis, il y a un certain nombre de choses au niveau voilà, de gestion de modules type deploy ou tout ce qui est les web services REST qui permettent de faciliter, d'ouvrir la porte à du partage de contenu. Voilà, là je continue un petit peu sur tout ce qui est gestion des web services. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'était vraiment une initiative à part entière pour pouvoir donner accès à l'ensemble de Drupal sous forme d'API REST et pouvoir aussi plus facilement consommer des web services. Voilà, petit aparté sur tout ce qui est usine à site, Web Factory, avec toutes les avancées en termes de gestion des web services et aussi ce fameux Universal Unique ID, ça nous a donné envie, nous, de développer un module qui s'appelle Drupal Web Factory. Si vous tapez dans Google Drupal Web Factory, vous allez sans doute tomber dessus. Donc, qui est téléchargeable sur drupal.org et qui permet, alors il y a encore des choses, c'est une première étape, on va l'améliorer au fur et à mesure, mais on peut déjà, à partir d'un site maître, déployer des sites esclaves qui sont liés par web service avec ce site maître et qui vont pouvoir se partager du contenu, récupérer du contenu qui sont sur le site maître, même s'ils sont relativement distants, même sur des environnements différents. À partir du moment où ils peuvent communiquer par web service, les différents sites peuvent s'échanger du contenu. On fait demain, si vous êtes à Nantes, au Drupal Camp de Nantes, on anime une session, la semaine, on anime une session sur le sujet où il y aura une démonstration de ce module Web Factory. On a vu donc sur cette première partie toute
tout ce qui faisait la nouveauté justement de Drupal 8. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, ce que vous attendez tous, c'est la mise en application de Drupal 8. Quand vous parlez un petit peu de nos projets qui ont démarré en février 2015 pour le premier avec notre site, le guide Drupal 8, et puis après, on va vous parler de 3 autres projets assez espacés dans le temps, parce que un de juin 2015, un autre de juin 2016, donc qui est vraiment le plus frais qu'on ait aujourd'hui, et pour que vous puissiez justement vous identifier et puis trouver des passerelles par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire, vous, avec Drupal 8. Alors on va parler justement du premier, qui est le guide Drupal 8. Voilà, alors ça c'est 4 projets. Alors les dates qui sont indiquées, c'est les dates de mise en production des sites. Par contre, je les ai classés, il y a un petit décalage, hein, je les ai classés par date de lancement. Ce qui est intéressant parce qu'on va voir que les 2 premiers, on les a lancés nous quand Drupal 8 était encore en version bêta, le 3e quand on était en release candidate, et le dernier en version stable. Et on va voir qu'on n'a pas tout à fait rencontré les mêmes difficultés aux différentes stades de maturité de Drupal 8. Alors, sur le guide Drupal 8, donc ça c'était un site qu'on a fait, on va dire un petit peu un projet interne pour parler de Drupal 8. Et c'était à la fois un site qu'on voulait sortir, on a fait des conférences l'année dernière sur Drupal 8, on voulait que ce soit sorti pour notre première conférence sur Drupal 8 en février 2015, et c'était aussi l'occasion de se faire un petit peu la main avant de proposer Drupal 8 à nos clients sur un sujet interne. Le recueil des besoins, on était en version bêta, on n'a pas été trop ambitieux. Voilà, il s'agissait de publier de l'actualité, de pouvoir partager un contenu, d'ouvrir les commentaires aux internautes, de référencer des publications, hein, avoir des références par des contenus externes, pouvoir apprécier, commenter des extensions communautaires. On a une petite bibliothèque, un choix de modules qui peuvent être commentés et notés. Et on avait un formulaire de contact, et bien sûr, on est en 2015, on ne pouvait pas se permettre de sortir un site qui ne soit pas responsive design, donc c'est ce qui a été fait. Donc en termes un petit peu de comparaison native Drupal 8, c'est des choses qui n'étaient pas tout à fait couvertes à l'époque. Tout ce qui était création de contenu riche, ouais, il n'y a pas eu trop de problèmes. Fallait faire déjà, on a fait un petit peu attention, par exemple là sur les types de champs étendus, voilà, utiliser entity référence, utiliser link. Ça c'est peut-être plus si vous avez aussi ce genre d'usage en Drupal 7 et que vous utilisez ce genre de choses. Les modules ont un petit peu évolué, un petit peu changé. C'était pas forcément ceux qui ont été retenus en Drupal 8, c'était pas forcément ceux qui étaient préconisés il y a quelque temps en Drupal 7. Voilà, pouvoir créer des listes de contenu, là on était bien content que Views soit déjà intégré et fonctionne correctement dès la version bêta. Le système de commentaires, c'était quelque chose qui était natif. On a pu créer des types de commentaires. Et puis le formulaire de contact, on a utilisé ce qui était natif également. Ce qui n'était pas couvert, c'était tout ce qui était fonctionnalité de partage vers les réseaux sociaux. Le widget de notation, parce qu'en fait on pouvait créer un commentaire personnalisé avec un chiffre pour noter tel ou tel module. Par contre, voilà, nous on avait besoin d'avoir un petit widget un peu sympa avec des petites étoiles pour pouvoir noter le module de façon un petit peu plus conviviale. Et puis sur des pages un petit peu complexes, voilà, comme la page d'accueil, il nous manquait quelques petits modules type panels. Pardon, excusez-moi. Voilà, en termes de développement spécifique, donc on a dû se concentrer principalement sur le thème. Donc c'était effectivement un site un petit peu en version bêta, où on maîtrisait complètement le périmètre, donc on a pu l'adapter pour finalement éviter de tomber sur des choses trop complexes. Et donc on va dire le gros du morceau a été de développement spécifique, a été de travailler sur le thème, et puis d'autres petites choses sur les fonctionnalités de partage, sur l'intégration de Google Analytics et sur le calcul de la moyenne des votes, par exemple. Des points d'attention, c'est peut-être un peu la synthèse de chacun des projets sur lesquels on va faire un tour d'expérience. Donc on est en version bêta, on avait encore des bugs d'activité dans le noyau à l'époque, on a pu les contourner et on a tenu les délais parce qu'on avait quand même l'échéance de notre conférence et on a dû tenir les délais pour pouvoir le présenter le jour de la conférence et ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. La mise à jour d'une version bêta à une autre était délicate, voilà, quelques régressions potentiellement, et on a maintenant en fait on l'a laissé
en version bêta, parce que effectivement c'est pas un site stratégique pour nous, et on n'a pas cru bon de finalement de le migrer au-delà des versions bêta. On va dire le jeu en valait pas la chandelle. On avait à l'époque quelques modules qui manquaient, hein, comme le module Pass Auto et la médiathèque, hein, qui était on va dire en cours avec l'initiative Media Entity. C'est vrai on s'est borné à utiliser tout ce qui était natif pour la gestion des médias. Autre projet, alors notre premier projet client, pour une fiale de safran, Martin Baker, donc une entreprise qui fabrique des sièges éjectables. On peut voir le compteur de vie sauvée qui s'incrémente voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle éjection. On n'a pas de son dans les sièges éjectables, hein, on vous rassure, c'est mis manuellement, mais voilà, on a ce genre de choses. Donc là, des besoins, on va dire, relativement simples encore, on était là aussi en version bêta, des contenus froids, des contenus chauds, volonté d'ouvrir la contribution aux internautes, un formulaire de contact, et puis montage responsive. Donc là, voilà, en termes de Drupal 8, on a essayé de se focaliser sur tout ce qui était vraiment natif également. Le seul point un petit peu non couvert, c'était le compteur de vie sauvée. Voilà. Mais on est resté, voilà, pour un premier projet pour un client, le projet nous paraissait bien adapté, simple, et on a pu le sortir dans les délais, parce que là aussi il y a une contrainte de délai, ça devait sortir pour le salon du Bourget 2015. Donc là, on va dire, en termes de développement spécifique, on était essentiellement sur tout ce qui était création d'un thème. Voilà. Point d'attention, on était en version bêta, donc quelques bugs qui ne nous ont pas empêché de tenir les délais. Et attention aux montées de version, surtout d'une version bêta à une autre, il y avait encore beaucoup de choses qui pouvaient changer. Là aussi, le client n'a pas souhaité non plus continuer à investir. Voilà, c'est un site qui fonctionne bien en l'état, dans sa version bêta, enfin avec un Drupal 8 en version bêta. Donc pour l'instant, il y a on va dire les constellations ROI n'incitent pas à le migrer au-delà de la version actuelle, de la version à laquelle il est figé pour l'instant. Après, alors là c'est un client, je ne peux pas encore, pour des raisons concurrentielles, parler enfin donner le nom de ce client. Mais donc l'idée c'était de faire un site produit de type progiciel qui est à destination des professionnels, mais là le site en l'occurrence était pour aider les étudiants à adopter dès leurs études ce logiciel. Donc en termes de recueil des besoins, donc ça c'est un projet qui devrait être mis en ligne voilà, d'ici la fin du mois de juin. On a déjà fait d'autres sites en Drupal 8, il y a un site en Drupal 8 qui est déjà en ligne, un site plutôt événementiel pour le même client, et il y a 2 autres projets de Drupal 8 qui sont en cours aussi, en plus de celui dont je suis en train de vous parler. Donc là, il y avait essentiellement en termes de gestion de contenu, de la gestion de contenu froid, un catalogue produit, un catalogue de cours, une ouverture de commentaires aux internautes avec des projets qui peuvent être commentés. Également, on est quand même dans un niveau de complexité beaucoup plus fort hein, que ce dont on a parlé sur le site précédent, avec un espace connecté pour les étudiants et pour les enseignants, voilà, qui permettent de faire de la création de contenu, un peu orienté front, hein, c'est pas l'idée, c'est pas que les étudiants ou les enseignants ne se retrouvent pas dans le bac plus de Drupal, mais puissent créer des contenus côté front, enfin, dans un environnement qui ressemble pas à du Drupal, qui ressemble à une vraie expérience utilisateur propre au site. Et puis aussi l'inscription au cours qui est pas gérée dans Drupal, mais en tout cas l'interface passe par Drupal. Du single sign-on, hein, avec le CAS qu'a utilisé, l'outil open source CAS qu'a utilisé pour se brancher à un annuaire entreprise, utilisation du moteur de recherche Exalid, un formulaire de contact, et bien sûr le besoin d'adapter l'ergonomie du site à toutes les résolutions d'écran. Donc en termes de ce qui est natif dans Drupal 8, voilà, il y avait toujours la création de contenu riche, liste de contenu, gestion des médias, donc un sujet qui peut être un petit peu épineux. On a utilisé nous là sur ce projet un Media Entity, donc ce qui va être vraiment le module, les concepts qui vont être utilisés à terme pour gérer des médias dans Drupal 8. Et donc c'est un projet qui a dû commencer au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, donc on était encore en version release date. Et donc on a les modules de gestion des médias qui ont mûri tout au long de la durée du projet et qui ont constitué une petite difficulté sur ce projet-là.
L'import de contenu de type court, on était le module Migrate pour gérer ce genre de choses, hein. C'était à partir de formats standardisés. On était le moteur de recherche Search API, le SSO avec le module CAST, donc c'est des choses qui ont bien marché. Et au niveau de ce qui est non couvert, on a fait un connecteur Exalid. J'espère qu'on pourra bientôt le reverser à la communauté, parce que donc ça permettait de se brancher, tout ce qui était Search API au moteur de recherche Exalid. Donc ce qui est quelque chose d'assez intéressant, ça n'existait pas en Drupal 8, je ne crois pas non plus en Drupal 7. Et tout ce qui est marquage aussi avec l'outil Tag Commander, avec une alternative à Xity ou à Google Analytics. Donc en termes de développement spécifique, là, il y a eu quand même beaucoup plus de développement spécifique orienté module. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui est création de thèmes, mais voilà, on a dû un petit peu jongler avec des extensions communautaires qui étaient encore un petit peu absentes. Voilà, le module média en cours de maturité, donc qui nous a obligés à faire voilà, des petites pirouettes parfois, la création d'un module pour l'attaque Commander, l'absence du module contexte pour l'instant qui n'est pas encore utilisable, qui nous a un petit peu embêté, où il a fallu trouver des solutions de contournement, essentiellement par la gestion du thème, on va dire par exemple. Et puis, donc, des besoins non couverts avec le moteur de recherche Exalid. Et aussi, on a fait intégrer pour vraiment la gestion du catalogue de cours avec ATG, qui est un outil plutôt orienté e-commerce. Point d'attention, alors pas de difficulté avec le noyau. Il y a eu 2 patchs à intégrer dans le cadre des montées de version. Les mises à jour de version sont encore un petit peu délicates. C'est surtout dû aux modules qu'on a utilisés, hein, les modules qui gèrent les médias. Sont un petit peu, voilà, ont été un petit peu délicats à migrer. On était aussi en list candidate au départ, donc il y a eu quand même du chemin qui a été parcouru, et donc il y a eu voilà, un petit peu de temps de travail nécessaire complémentaire sur ces sujets-là. Sur les modules communautaires en version bêta, il y en a un certain nombre qui sont déjà utilisables, et donc il faut, je pense, pas hésiter à les utiliser, parce qu'il y en a qui fonctionnent déjà bien. Le risque à prendre en compte quand même, c'est que ils sont susceptibles d'être modifiés de façon un petit peu conséquente, et ça peut être un sujet sur la montée de version. Et dernier cas qu'on va vous présenter avant de passer justement à vos questions, hein, que j'ai noté au fur et à mesure quand vous les déposez sur le chat. On va vous parler d'un site événementiel, c'est bien ça? Oui, alors là aussi c'est un site événementiel, là pour des raisons aussi confidentielles, on ne peut pas encore vraiment en parler. C'est un site événementiel, en fait c'est un site pilote qui sera intégré dans une usine à site à terme. Donc une usine à site qui va utiliser notre module Web Factory. Donc on va continuer à le faire évoluer pour pouvoir répondre aux besoins de création de différents sites initialement qui vont porter de l'information sur différents événements organisés par notre client. Donc voilà, rien d'extraordinaire en termes de gestion de contenu. Un espace exposant où là il y a besoin de récupérer en temps réel des informations à partir d'un système tiers, du partage sur les réseaux sociaux, un formulaire de contact, l'ergonomie responsive, du multilinguisme sur ce site, et aussi a besoin de rechercher, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de contenus qui ont été mis dans des blocs avec le système de blocs riches, et donc on a dû trouver des astuces pour gérer la recherche au sein des blocs. Voilà, et puis des choses qui seront faites en lot 2. Donc en natif Drupal 8, par rapport à ce qu'on a pu voir déjà, particularité au niveau de la gestion des médias, pour ce sujet-là, on a préféré se contenter à ce qui était vraiment natif dans le noyau en termes de gestion des médias et pas commencer à y travailler avec Media Entity. On le fera, on va dire, dans les lots suivants. Le multilinguisme, on a dit que c'était natif et ça a très bien marché. En termes de périmètre non couvert, le module ShareGIS, on a dû faire des choses en gérant le partage sur les réseaux sociaux via les thèmes. L'accès au contenu tiers, on l'a fait via la connexion en mode SOAP. Quelque chose d'assez intéressant qu'on aimerait bien reverser au niveau moteur de recherche à la communauté, c'est l'utilisation du moteur, du crawler Notch, qui est développé en Java pour indexer finalement les pages générées et pas les contenus Drupal. Donc c'était intéressant, c'était vraiment d'avoir cette indexation en mode crawler, du fait que le contenu était aussi disséminé dans un certain nombre de blocs. Et puis des choses reportées en lot 2, dont la partie Web Factory.
Donc on s'est basé sur un thème Bootstrap, enfin sur le thème Bootstrap de la communauté. Pas mal de développements spécifiques, là, en particulier au niveau de la gestion du crawler pour l'indexation des pages, la consommation de web services spécifiques et aussi quelques blocs spécifiques qui ont été créés. Et pour conclure, en termes de points d'attention, voilà, un projet qu'on a lancé en version stable. On a eu une petite surprise, hein, qui est peut-être anecdotique parce que je pense que ça a été corrigé après, mais des médias qui se loadaient via l'éditeur de texte riche qui, qui était stocké en mode temporaire, on va dire, sur certaines versions. Et donc on a dû patcher un petit peu ça pour que les médias disparaissent pas au bout de quelques heures. On a eu des petites difficultés sur la montée en version du thème Bootstrap, hein, qu'on a utilisé nous en bêta 2. On a migré par contre vers le node Drupal de 8.0 à 8.1. On n'a pas rencontré de soucis majeurs, mais on sait par contre que le module Drupal Web Factory, hein, qu'on a créé chez Smile, alors qu'on n'a pas utilisé sur ce projet-là, mais qu'on projette d'utiliser, on sait que comme il est relativement avancé avec l'utilisation des web services, etc., il y a des choses qui ont changé. On sait que celui-là, on va devoir le retoucher un petit peu. Voilà, en termes de gestion des configurations, on a utilisé le module Features, et parce qu'il permettait plus de souplesse que la gestion native en termes de packaging, hein, pas forcément tout exporter d'un seul coup, ou tout exporter les configurations une par une, mais on s'est aperçu que ce n'était pas très satisfaisant à l'état, on est en train de faire un peu machine arrière, et de se baser plus sur ce qui a été fait nativement en termes de gestion des configurations. Et puis, voilà, toujours les modules communautaires en version bêta, souvent utilisables, mais attention aux montées de version. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon retour d'expérience, et nous sommes disponibles. Là, on va répondre à vos questions maintenant. Alors, en attendant justement de traiter, les différentes questions, et n'hésitez pas justement à aller aussi télécharger. On a toute une rubrique livre blanc sur le site de Smile où il y a un livre blanc justement sur la partie Drupal, et avec un livre blanc consacré à Drupal 8. Et n'hésitez pas à le télécharger pour justement avoir plus d'informations. Alors, une question, moi j'anime le chat également sur les sites de Smile, une question qu'on me repose souvent, dans quel cas passer de Drupal 7 à Drupal 8? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Sur les montées de version de Drupal 7 à Drupal 8, c'est un sujet qui reste quand même relativement complexe. C'est-à-dire que ce qui va bien se passer, parce qu'il y a une attention particulière qui a été portée là-dessus, c'est tout ce qui est récupération de contenu. Donc sur la récupération de contenu, vous n'avez pas de souci à avoir. Vous allez pouvoir récupérer vos contenus de Drupal 7 à Drupal 8. Sur la gestion après du site lui-même, donc il y a un certain nombre de modules qui sont migrés de Drupal 7 à Drupal 8, donc vous allez pouvoir les réutiliser. Certains modules par contre qui vont probablement pas être maintenus ou qui sont remplacés, donc là voilà, je parlais des modules link, etc. Donc il faut faire attention si vous êtes déjà en Drupal 7, essayez de commencer à prévoir les modules que vous allez utiliser en Drupal 8, je veux dire déjà, enfin, ceux qui sont retenus en Drupal 8. Et puis par contre, voilà, ce qui peut présenter une difficulté, c'est au niveau du thème. Au niveau du thème, là on change de moteur de thème, donc il y a probablement voilà, un travail relativement conséquent pour adapter le thème Drupal 7 et le reprendre dans du Drupal 8. Donc vraiment faire une migration Drupal 7 vers Drupal 8, c'est un projet à part entière. On sait qu'on n'a pas de souci au niveau de la reprise de contenu. Par contre, là, les différents projets que je vous ai présentés, c'était des créations, ou alors une migration, mais vraiment je crois qu'on a fait une migration, on était sur un existant typo 3, mais où presque rien n'a été gardé. Donc, Drupal 8, pour l'instant, plutôt sur des projets, on va dire, de refonte assez forte, que sur des refontes, on va dire, un petit peu légères. En tout cas, c'est quand même une migration, c'est un projet qui peut être un petit peu lourd. Alors, on va revenir également sur une question qui a été posée par Christophe. Comment est-ce qu'on peut gérer les fichiers de configuration YML dans un projet qui implique justement plusieurs développeurs?
Alors sur un projet, alors l'avantage d'avoir des fichiers de configuration en YAML, déjà, c'est qu'on peut utiliser des outils de gestion des sources. Donc en fait, on va gérer ça via l'outil de gestion des sources. Après voilà, je suis pas, voilà, j'ai une vision assez fonctionnelle de Drupal, une bonne connaissance des modules. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui permettent quand même de faciliter le versionning. Et donc si après faut quand même continuer à communiquer un petit peu, c'est-à-dire que parfois il va falloir réintégrer des fichiers, c'est un fichier généré enfin, un fichier de configuration généré en YAML ou un fichier YAML a été fortement modifié. C'est important de le récupérer par les autres développeurs pour pouvoir réintégrer les modifications sur tous les environnements. Donc voilà, une question qui nous parvient également. Quelqu'un qui souhaite avoir notre avis d'expert pour un projet donné. Comment est-ce qu'on peut choisir plutôt entre Drupal 8, Joomla ou WordPress? Est-ce qu'il y a des règles de base qui permettent de s'orienter comme ça sur un CMS ou un autre? Alors, des règles de base, c'est une question, on va dire, épineuse quand même, ce choix entre trois outils. Alors, ces trois outils, qui dans le monde du logiciel libre, enfin, sont très utilisés. En termes de nombre d'installations, WordPress reste quand même loin devant. C'est vrai que il y a tellement d'usages pour un WordPress que, on va dire, faut pas non plus complètement s'en étonner. Après, il faut se remettre aussi dans le contexte local, c'est-à-dire que voilà, on est en France. J'imagine que la plupart là, des gens qui assistent au webinaire sont probablement basés en France. En termes de communauté, c'est vrai que la communauté Drupal est quand même très vivace en France. Et c'est une communauté qui est autant une communauté, on va dire, d'utilisateurs que aussi de contributeurs. Il y a un certain nombre de modules portés par des Français. Donc ça peut être l'assurance pour quelqu'un. Enfin, moi je me passe un peu du côté d'un client d'un de nos clients qui va chercher des prestataires. Il va sans doute avoir une palette de prestataires plus large qu'il va pouvoir consulter pour répondre à ses besoins. Voilà, Joomla, je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Moi, mon impression, je vois ça un petit peu par rapport à la communauté, par rapport aussi aux demandes de nos clients qu'on reçoit. C'est un outil voilà, qui a été sans doute un peu plus utilisé en France. J'ai l'impression qu'en ce moment, il est moins utilisé. Quand s'il n'enlève rien à sa qualité intrinsèque, mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà, WordPress aussi, c'est un outil qui peut répondre à un certain nombre de besoins, avec une communauté qui est gérée un petit peu de façon différente. Dans Drupal, la communauté ne produit vraiment que des modules qui sont librement téléchargeables, qui sont gratuits. Donc c'est relativement, ça incite à une meilleure coopération et une vraie gouvernance de la communauté qui est, moi quand j'en discute avec des gens de la communauté WordPress, pas aussi en place, du fait aussi que dans WordPress, il y a un certain nombre de plugins qui sont payants, et donc il y a une certaine compétitivité entre les différents développeurs de plugins payants, et ça n'incite pas forcément non plus à coopérer. Donc voilà, des écosystèmes qui sont un petit peu différents, et en France, à mon avis, plus des gens qui vont installer, qui vont faire un petit peu de thème dans Drupal, que des compétences techniques assez avancées sur le marché français, on va dire. Et il y a des très bonnes boîtes qui sont très techniques en WordPress, mais en termes de nombre, il y en a quand même beaucoup moins, et donc vous pouvez avoir des petits problèmes parfois de qualité technique sur certains plugins WordPress, et même sur les prestataires que vous pouvez rencontrer sur le marché français. Et encore une question, alors qui est intéressante cette question, parce que c'est vrai que dans un monde où tout va toujours plus vite, quelqu'un qui nous parle déjà de Drupal 9, mais la question sous-jacente, parce que Drupal 9 n'est pas prévu aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas, mais quel est le délai de maintenance aujourd'hui pour Drupal 7? Parce qu'on parle de Drupal 8, c'est un sujet qui revient également souvent. Pendant combien de temps mon Drupal 7 va rester utilisable avec des mises à jour, avec des corrections de failles de sécurité et toutes ces choses-là?
Alors, ce qui est prévu très officiellement, voilà, c'est que le Drupal 7 va être continué à être maintenu jusqu'à la sortie de Drupal 9. Voilà, Drupal 9 voilà, qui sortira peut-être un jour, mais voilà, on voit que Drupal 8 a mis voilà, 5 ans à sortir, donc je pense qu'on a aussi à horizon 5 ans pour la sortie de Drupal 9, d'autant plus que Drupal 8 est prévu pour avoir des évolutions qui peuvent être relativement conséquentes sans monter de version majeure. Là, Drupal 8.1 apporte un certain nombre d'avancées déjà, et ça va continuer, donc c'est vraiment construit, Drupal 8 on va dire est construit pour durer. Au-delà du fait que on peut dire que voilà, la communauté va mettre du temps à se réorganiser pour lancer une nouvelle version majeure, mais Drupal 8 est également vraiment construit pour s'inscrire dans la durée, donc il n'y a vraiment aucune urgence, si vous êtes en Drupal 7, il n'y a aucune urgence pour migrer vers du Drupal 8. Par contre, voilà, si vous êtes en Drupal 6, il n'y a plus de support Drupal 6 maintenant en termes de page sécurité. Donc là, ça devient un petit peu plus urgent de se poser la question d'une migration. Et voilà, si vous migrez depuis Drupal 6, à mon avis, autant migrer directement sur du Drupal 8. Merci Vincent justement pour tous ces éclaircissements. J'espère que ce webinaire consacré à Drupal 8 a pu vous éclaircir sur de nombreux sujets. Si vous souhaitez encore vous documenter, n'hésitez pas à télécharger notre livre blanc spécialisé sur Drupal 8 que vous trouvez sur le site smile.fr. Et puis enfin, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@smile.fr et vous pouvez également utiliser le module de chat en ligne qui est présent sur tous les sites du groupe Smile. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis merci de nous avoir suivis justement sur ce webinaire Drupal.